Bonjour à tous. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu c'était quoi les sources d'énergie, autrement dit d'où venait l'énergie. On a vu également les différentes formes d'énergie, mécanique, électrique, etc. On a vu les transformateurs qui permettent de faire passer l'énergie d'une forme à une autre. On va à présent voir concrètement, dans la vie réelle, comment les centrales électriques produisent l'électricité en utilisant justement différentes sources d'énergie et en leur faisant passer par différentes transformations. Alors, la première centrale électrique que nous voyons, c'est la centrale hydro pour l'eau électrique. Centrale hydroélectrique. Et donc ici, la source d'énergie que l'on va utiliser, c'est l'eau. Elle contient de l'énergie sous forme mécanique. On va construire un barrage. Pourquoi? Car en construisant le barrage, eh bien, ça va forcer l'eau à passer par ici. Et donc, en passant par là, la vitesse d'écoulement de l'eau va augmenter. Vu que la vitesse de l'eau va augmenter, eh bien, elle va faire tourner la turbine plus vite également. Et donc, si la turbine tourne assez vite, eh bien, vu qu'elle est reliée à l'alternateur va lui aussi tourner beaucoup plus vite grâce à ce barrage, et donc ça va lui permettre de produire beaucoup plus d'électricité. Et donc ici, la turbine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle capte l'énergie mécanique de l'eau qu'elle va transmettre à l'alternateur, et l'alternateur, lui, il va transformer l'énergie mécanique en énergie électrique pour envoyer ensuite sur le réseau et vers les maisons. La prochaine est la centrale thermique. La centrale thermique, elle utilise de l'énergie fossile comme source d'énergie. Donc, elle va utiliser le charbon comme source d'énergie, le pétrole ou le gaz. D'accord? Et donc, ces sources d'énergie-là, ces éléments-là, eh bien, la centrale thermique va envoyer cela dans une chaudière. Et donc, dans la chaudière, on va brûler le charbon, le gaz et le pétrole. Et donc, on va donc transformer ici l'énergie fossile en énergie thermique. Et donc, cette chaleur-là obtenue, cette énergie-là thermique, eh bien, elle va chauffer de l'eau. Comme vous voyez, il y a un circuit fermé avec des tuyaux d'eau qui passent dedans. Et donc, l'eau, en passant par la chaudière, elle va se faire réchauffer. Elle va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Cette eau à l'état gazeux, eh bien, on va l'orienter via des tuyaux pour la mettre sous haute pression vers la turbine. Et donc, en envoyant l'eau à l'état gazeux sous haute pression vers la turbine, eh bien, ça va commencer à la faire tourner. Et donc, toujours la même chose que précédemment, la turbine va se mettre à tourner. Vu qu'elle est reliée à un alternateur, l'alternateur va suivre le mouvement et donc va pouvoir produire de l'électricité. La centrale nucléaire, elle utilise comme source d'énergie l'uranium ou le plutonium. Et donc, il va y avoir une réaction qui s'appelle la fission nucléaire. La fission nucléaire, ça se passe dans le réacteur nucléaire. Et donc, c'est là que l'on va prendre de l'uranium et on va le casser. Okay? Alors, le procédé exact, je ne vous demande pas de le savoir dans le détail, mais sachez juste que la fission nucléaire, c'est casser de l'uranium et lorsqu'on casse des atomes d'uranium, on obtient de la chaleur. Et donc ici, au sein du réacteur, on va, grâce à la fission nucléaire, en cassant de l'uranium, on va transformer l'énergie nucléaire qui se trouve dans l'uranium en énergie thermique. Avec cette énergie thermique qui circule ici dans les tuyaux jaunes, eh bien on va encore une fois chauffer de l'eau qui va devenir gazeuse. Avec ce gaz sous haute pression, on va faire tourner une turbine qui va entraîner un alternateur et produire de l'électricité. Alors, voilà, petit zoom sur l'énergie nucléaire, sur le phénomène de la fission nucléaire. Alors, au départ, on a de l'uranium dans les réacteurs nucléaires. C'est la source d'énergie des centrales nucléaires. Et si on regarde d'un peu plus près, eh bien, on va voir des atomes d'uranium. Et la fission nucléaire, c'est quoi? Eh bien, on va bombarder des petites particules qu'on appelle des neutrons. Vous n'êtes pas obligé de le retenir. Mais on va bombarder les atomes d'uranium de neutrons. Et donc, ça va
casser, séparer les atomes d'uranium. En se séparant, ils vont libérer beaucoup de chaleur, mais en plus de ça, en plus de libérer de la chaleur, eh bien, ils vont libérer aussi d'autres neutrons qui vont éclater d'autres atomes d'uranium, et c'est pour ça qu'on dit que c'est une réaction en chaîne. Un premier atome d'uranium se fait éclater, et en éclatant, il va libérer plein d'autres neutrons pour aller éclater plein d'autres atomes d'uranium, qui eux, à leur tour, en éclatant, libéreront d'autres neutrons pour éclater d'autres atomes. C'est pourquoi on parle de réaction qui se succède, qui se suit, une réaction enchaînée. Et donc voilà, finalement, ben, vous savez ce que c'est que la barre verte fluorescente que tient Homer Simpson en main dans sa centrale nucléaire. Et oui, c'est bien de l'uranium. Donc voici ici la photo d'une centrale nucléaire qu'on peut en voir souvent avec leur grosse tour de refroidissement. La centrale à biomasse. Alors la centrale à biomasse, elle a trois sources d'énergie différentes. Soit elle va utiliser du biogaz qu'elle va brûler. Ok, du biogaz, c'est du gaz obtenu par la décomposition des restes d'aliments, je vais dire comme ça, pour faire plus simple. Elle va également utiliser du bois qu'elle va brûler dans la chaudière, ou même les restes de nos poubelles. Elle va utiliser les déchets. Les gros camions poubelles vont passer dans nos rues, vont prendre nos containers et ils vont envoyer les crasses vers la centrale à biomasse. Et nous, on en a une à Herstal, la centrale à biomasse Uvelia. Et donc là-bas, eh bien, quotidiennement, la centrale reçoit des montagnes de déchets qu'elle va brûler. Et avec la chaleur obtenue par la combustion, c'est toujours la même chose. On va chauffer de l'eau qui va devenir gazeuse, qui va pouvoir faire tourner une turbine avec le gaz sous haute pression qui va entraîner par la suite un alternateur qui va transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Nous allons à présent voir la centrale géothermique. Alors, la centrale géothermique, elle utilise un réservoir d'eau super chaude qui est enfoui dans les profondeurs de la Terre. Comment ça se passe? Il faut comprendre déjà que l'eau, elle va s'infiltrer sous la terre, d'accord? L'eau qui vient de la pluie s'infiltre sur la terre et elle va passer en s'infiltrant au contact de roches, de pierres très très chaudes. En passant en contact par ces pierres très chaudes, elle va donc se réchauffer. Et c'est pour cela que ça va former des réservoirs d'eau très très chaudes de 250 à 300 degrés. Ce qui est étonnant, c'est comment ça se fait que de l'eau à 250 degrés, eh bien, elle est toujours à l'état liquide là-bas. Eh bien, parce que la pression qui est exercée sur cette eau-là, eh bien, va avoir un effet sur l'état de l'eau, soit liquide, soit gazeux. Et donc, plus la pression elle est grande, plus la pression exercée sur l'eau elle est forte, eh bien, plus elle aura du mal à s'évaporer et plus elle va rester longtemps à l'état liquide. C'est pour cela qu'à 3000 mètres de profondeur sous la Terre, vu que la pression là-bas y est beaucoup plus grande qu'à la surface, eh bien, l'eau, même à 250 degrés, elle reste à l'état liquide. Et nous, les êtres humains, que va-t-on faire? On va creuser un trou, faire passer un tuyau pour pomper cette eau super chaude. Et cette eau super chaude, en remontant, elle va perdre quelques degrés, mais elle va rester quand même assez chaude. Elle va remonter, elle sera dans les environs de 200 degrés. Mais vu qu'en remontant, la pression va diminuer, eh bien, elle va passer à l'état gazeux. Et donc finalement, comment ça se fait que on obtient de l'eau à l'état gazeuse ici? C'est pas en chauffant l'eau, car l'eau est déjà chaude, mais c'est plutôt en la faisant simplement remonter à la surface, sa pression va diminuer et vu qu'elle a une température importante, elle va passer à l'état gazeuse. Et toujours la même chose, avec ce gaz, on va l'envoyer vers des tuyaux sous haute pression pour l'envoyer vers la turbine. D'accord? Donc la turbine va recevoir du gaz sous haute pression et elle va donc se mettre à tourner. Elle va entraîner un alternateur qui va produire par la suite de l'électricité. La centrale éolienne, eh bien ici, la source d'énergie, c'est le vent. Le vent, il va faire tourner les hélices. Donc les hélices, quelque part, leur job, c'est de capter l'énergie mécanique qu'il y a dans le vent pour
pouvoir commencer à se mettre à tourner. Et ensuite, elles vont entraîner, je vais passer directement ici, elles vont entraîner, il est marqué génératrice, mais c'est exactement comme un alternateur. Et donc, les hélices en tournant vont faire tourner un alternateur qui va produire de l'électricité. Ne faites pas attention au multiplicateur, sachez juste que c'est exactement comme une boîte à vitesse. Et lui, en fait, il va réguler la vitesse de rotation pour que l'alternateur tourne toujours plus ou moins à la même vitesse, alors qu'elles, les hélices, eh bien, elles tournent à des vitesses très variables, c'est en fonction du vent. Et enfin, la dernière centrale électrique que nous allons voir, si on peut appeler ça une centrale électrique, même si on peut dire qu'il y a des centrales à panneaux solaires, eh bien, les panneaux solaires, ou plus précisément les panneaux photovoltaïques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont capter l'énergie lumineuse du soleil et ils vont transformer cette énergie-là lumineuse en énergie électrique. Et avant de pouvoir utiliser cette énergie-là électrique, on va faire passer ce courant-là par un onduleur. Et un onduleur, il va faire quoi? Il va transformer le courant continu en courant alternatif. Car l'électricité qui sort des panneaux photovoltaïques sera du courant continu. Or, nous, on doit le transformer en courant alternatif, car c'est du courant alternatif que l'on utilise dans nos habitations. Donc ici, la source d'énergie, c'est bien le soleil. Et pourquoi on appelle ça des panneaux photovoltaïques? Car le soleil, la lumière du soleil, les rayons qu'il envoie, on peut également appeler cela des photons. Et donc, finalement, les panneaux photovoltaïques, ils vont capter les photons du soleil qui contiennent l'énergie lumineuse et ils vont pouvoir transformer l'énergie lumineuse de ces photons en énergie électrique. Nous allons à présent parler de la pollution que provoquent certaines centrales électriques. Alors, il y a plusieurs types de pollution. De quel type de pollution parle-t-on ici? Bien, il faut savoir que ce soit du charbon, que ce soit des bouteilles en plastique, que ce soit des pneus, que ce soit du bois, que ce soit n'importe quoi. Lorsqu'on brûle n'importe quel type de matériau, eh bien, on va produire des gaz. Et parmi ces gaz, il y a souvent beaucoup de CO2, du dioxyde de carbone. Et le CO2, le dioxyde de carbone, c'est un gaz à effet de serre qui va se répandre un peu partout dans l'atmosphère, on va dire au niveau des nuages, au niveau de l'air qu'on respire en général. Et en fait, ces gaz à effet de serre-là, qu'est-ce qu'ils ont comme effet? Eh bien, ils vont bloquer la chaleur dans l'air. Autrement dit, ils vont empêcher la chaleur de retourner vers l'espace. Et ça va avoir pour effet d'augmenter la température moyenne sur la Terre. Et donc, ces gaz à effet de serre-là, ils vont augmenter la température générale sur la Terre. Mais ce problème-là, l'augmentation de température, ça va avoir plein d'autres effets catastrophiques, que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau des êtres vivants. Ça va provoquer beaucoup de bouleversements. Et donc, c'est pour ça que de manière générale, il faut de plus en plus diminuer notre émission des gaz à effet de serre. Je ne vous poserai pas de questions dans le détail, évidemment, sur les gaz à effet de serre. On n'a pas vu ça ensemble. Sachez juste que lorsqu'on brûle des choses, eh bien, ça produit des gaz à effet de serre et c'est pas bon pour l'environnement. Ça, il faut le retenir. L'année prochaine, on regardera un peu plus en détail, finalement, c'est quoi ces différents types de gaz à effet de serre et finalement, comment est-ce qu'ils impactent négativement la planète. Et donc, quelles sont les centrales qui polluent? C'est ce qu'on verra après. Maintenant, une autre notion, c'est plus une notion de pollution, c'est une notion de renouvelable. C'est quoi les énergies renouvelables? Prenons le cas d'un arbre, d'accord? Eh bien, si je coupe mon arbre, je plante des graines et environ 20 à 50 ans après, je récupère un nouvel arbre, d'accord? Donc finalement, un arbre, c'est considéré, le bois des arbres, c'est considéré comme de l'énergie renouvelable, car une fois qu'il n'y en a plus, on peut en récupérer très rapidement. On pourrait dire que l'énergie renouvelable, c'est une source d'énergie qu'on aura tout le temps.
Au contraire, les sources d'énergie non renouvelables, eh bien, c'est des sources d'énergie qui sont limitées. Prenons le cas du pétrole. Actuellement, eh bien, avec des pompes à pétrole, on est en train de pomper les réservoirs de la planète. Et donc, il faut savoir que plus on pompe ces réservoirs de la planète, eh bien, plus la quantité de pétrole disponible diminue. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore modifié, mais on est en 2024, donc il en reste encore. Mais il faut savoir que selon les prévisions scientifiques, d'ici une bonne cinquantaine d'années, on va commencer à être en manque de pétrole, de charbon, de gaz et même d'uranium finalement. Et donc, ces énergies-là, elles sont dites non renouvelables. Pourquoi? Parce que quand il n'y en aura plus, eh ben, ça ne va pas revenir. Et pourquoi est-ce que ces énergies-là, elles ne reviennent pas simplement comme les arbres après une cinquantaine d'années en plantant une petite graine? Car c'est un autre processus qui prend beaucoup plus de temps. En fait, le pétrole, le gaz et toutes ces énergies-là fossiles, eh bien, elles viennent de la décomposition des êtres vivants. Et donc dans les océans, on a des êtres vivants, d'accord? Et même sur la Terre, finalement, les êtres vivants sur la Terre, ils vont suivre ce même processus-là, c'est-à-dire qu'ils vont mourir, ils vont se décomposer petit à petit. Il y a d'ailleurs avec les années, les millions d'années, il y a des couches de terre et de terre et de terre qui vont les ensevelir, mais au fur et à mesure des millions d'années, eh bien, par la décomposition, finalement, ces restes de cadavres, eh bien, ça va donner du pétrole, du gaz, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une énergie non renouvelable. Car une fois qu'on aura vidé les réserves, eh bien, il faudra attendre des millions d'années pour que les êtres vivants actuels meurent et se décomposent jusqu'à arriver à un stade où ils forment du pétrole. Donc quand il n'y en aura plus, on n'aura pas le temps d'attendre des millions d'années, eh bien, il n'y en aura plus. On va à présent repasser rapidement sur chaque centrale pour dire si elle est polluante ou non et si elle utilise de l'énergie renouvelable ou pas. Mais ici, la centrale hydroélectrique, elle ne brûle rien du tout, elle n'émet donc pas de gaz, elle est donc non polluante et c'est bien une énergie renouvelable car de l'eau, il y en aura toujours dans les fleuves. euh, En principe, mais en tout cas, c'est considéré comme une énergie renouvelable, car ce n'est pas une énergie vraiment que l'on va consommer, que l'on va faire disparaître euh, en utilisant l'énergie mécanique de l'eau. La centrale thermique, alors là, c'est vraiment le mauvais élève, c'est vraiment la centrale électrique à boycotter. Eh bien, pourquoi? Parce qu'elle est polluante, elle brûle du pétrole, elle brûle du gaz, elle brûle du charbon et donc elle émet beaucoup de CO2, beaucoup de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète. Et en plus de ça, eh bien, elle utilise une source d'énergie non renouvelable. Comme je vous l'ai dit, eh bien, le pétrole, le charbon et le gaz, c'est issu de la décomposition des êtres vivants. Ça prend des millions d'années et lorsqu'il n'y en aura plus, eh bien, on n'est pas prêt d'en avoir. La centrale nucléaire. Alors la centrale nucléaire, étonnamment, elle peut être considérée comme non polluante. Pourquoi? Car elle ne brûle rien, la centrale nucléaire. Elle fait la fission nucléaire, autrement dit, elle casse de l'uranium, et en cassant de l'uranium, elle obtient comme cela de la chaleur. Donc elle n'émet pas de gaz à effet de serre. Par contre, c'est discutable. Vous pouvez me dire, oui, mais elle est quand même polluante parce que les déchets d'uranium, on sait pas les stocker facilement, ils sont radioactifs, donc ils sont pas bons pour notre santé, notre système génétique. Donc on pourrait dire qu'elle pollue sous une certaine forme. Mais en tout cas, elle ne contribue pas au réchauffement climatique, qui est vraiment le problème le plus important aujourd'hui. Par contre, c'est une source non renouvelable. L'uranium, eh bien, lorsqu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus non plus. Et selon les prévisions, d'ici environ une bonne centaine d'années, on risque également de ne plus avoir de l'uranium.
La centrale à biomasse, eh bien qu'elle utilise du bois, que ça paraît bien naturel, elle brûle quand même du bois. Elle brûle quand même des restes de poubelles et elle brûle quand même du biogaz. Et donc, elle produit des gaz à effet de serre. Elle est donc polluante, cette centrale-là. Par contre, que ce soit des déchets, du biogaz ou du bois, ça, on pourra toujours en avoir. Et donc, elle utilise des sources d'énergie renouvelables. La centrale géothermique, eh bien la centrale géothermique, elle ne pollue absolument pas. Le gaz que l'on utilise, eh bien, c'est de l'eau à l'état gazeuse que l'on va chercher au fin fond des profondeurs de la Terre. Et donc cette eau-là, liquide dans ce cas-là, lorsqu'elle est en grande profondeur, en remontant, elle va perdre en pression et donc elle va se passer à l'état gazeux vu qu'elle est très chaude. Donc on ne brûle absolument rien. Et donc c'est bien également une source d'énergie renouvelable car continuellement il y aura de l'eau qui va s'infiltrer dans les roches pour remplir le réservoir d'eau chaude. Centrale éolienne, eh bien sûr que c'est non polluant, on ne brûle absolument rien. Et bien sûr que c'est renouvelable, du vent, il y en aura tout le temps. Et même chose pour les panneaux solaires, on ne pollue pas lorsque l'on transforme les photons du soleil en électricité. Et le soleil, à mon avis, il sera là bien longtemps encore après nous. On en a encore pour au moins 5 milliards d'années en sa compagnie. Donc c'est bien une énergie considérée comme renouvelable, c'est-à-dire qui sera toujours présente. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous en savez un peu plus sur les centrales, que maintenant, lorsque vous regardez votre ampoule ou votre console de jeu, eh bien, vous comprenez un peu mieux finalement comment elle peut s'allumer, d'où vient l'énergie qui permet son allumage. Euh, voilà. Et donc, surtout, euh, j'espère aussi que maintenant vous avez conscience de quels sont les types de centrales électriques à développer, quelles sont les sources d'énergie à privilégier. D'ailleurs, ça peut être des bonnes questions à l'examen. Quel type de source d'énergie il faut privilégier? Pourquoi? Euh, Normalement, maintenant, vous devez être capable de me répondre. Je vous salue par les salutations les plus respectueuses. Paix sur vous, les gars.